Merci beaucoup d'être présent ce soir. C'est la première conférence d'un cycle de différentes conférences. Vous avez les informations ici. On aura notamment en janvier une conférence sur la supraconductivité par Monsieur Vautrin. Ce sera l'occasion pour lui de nous présenter quelques petites expériences de supraconductivité en direct ici et de présenter un petit peu la théorie qu'il y a derrière, comme on l'expliquait notamment avec de la mécanique quantique. Ensuite, on aura au mois de mars un trou noir dans une baignoire par un autre collègue de première année, Monsieur Adroguet, où il reviendra sur la notion de trou noir, essaiera de présenter un petit peu les concepts et essaiera de nous montrer un peu comment est-ce qu'on peut modéliser ça dans sa salle de bain. Et puis éventuellement, thème à définir, j'en referai peut-être une en avril où il y aura autre chose de proposé. Donc je vous invite à aller voir sur le site, ça c'est le site du lycée, il y a toutes les infos que vous voulez et ce sera mis à jour régulièrement en fonction des dernières informations. Eh bien, ce soir, moi je vais vous parler des ondes gravitationnelles et en particulier de l'astrophysique multimessager, qui a été une révolution l'an dernier. C'est la première fois qu'on a observé à la fois des ondes gravitationnelles et de la lumière qui ont été émises par un seul et même événement. Donc on m'a demandé, non, ce n'est pas la même conférence qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai présenté la première détection d'ondes gravitationnelles, donc c'était extrêmement nouveau. Et puis la science, elle ne s'est pas arrêtée. Depuis 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On n'en entend plus du tout parler dans les médias, mais il y a eu plusieurs détections d'ondes gravitationnelles, et notamment celle-là, en août 2017, où on a vu donc toutes ces longueurs d'onde d'un même événement. Ici, vous avez une modélisation numérique de 2 trous noirs en rotation. Ça va nous intéresser un petit peu aujourd'hui, ce genre d'objet. Ça, c'est typiquement le premier objet qui a émis des ondes gravitationnelles et qui a été détecté. Donc je reviendrai un petit peu sur celle-là en particulier, et puis on verra que cette fois-ci on a détecté deux étoiles à neutrons tournant l'une autour de l'autre. Donc ce sera un petit peu différent. Et cette simulation-là, je voulais juste vous la montrer. Il y a beaucoup de choses dans cette image, donc c'est une simulation numérique, mais avec une vraie image du ciel. Et on voit des effets relativistes, notamment des effets de lentilles gravitationnelles. Ça, ce sont des calculs théoriques qui remontent à peu près aux années 70-80. Le modèle a été bien sûr amélioré, notamment avec l'arrivée des ordinateurs surpuissants. Et c'est le modèle théorique qui a également servi à faire des images dans le film Interstellar, que peut-être pas mal de monde a vu. Alors, il y a des choses qui sont respectées, mais pour l'image, les réalisateurs n'ont pas tout à fait respecté la physique dans ce film. Alors, je ne parle pas de la bibliothèque, je parle juste des trous noirs. Et vous pouvez aller voir ces images-là, et ça remonte aux années 70. Ok. Alors, aujourd'hui, donc, je vais faire un petit rappel sur les ondes gravitationnelles. Je vais essayer donc, de reposer un petit peu les bases de ce que c'est. Et vraiment, ce qui va m'intéresser, c'est les nouveautés depuis 3 ans. On va commencer par la notion de gravitation. La gravitation, vous avez 2 façons de la voir, selon si vous faites de la physique du XVIIe siècle ou de la physique du XXe siècle. Au XVIIe siècle, suite à de nombreuses expériences et des lois empiriques, à la fin du XVIIe, finalement, Newton propose une loi mathématique pour modéliser la gravitation. Et c'est donc sa fameuse force qui porte son nom en 1687. Et cette représentation-là, vous avez par exemple ici la Lune qui tourne autour de la Terre. On dit simplement qu'il y a une force de la Terre sur la Lune, une force égale et opposée de la Lune sur la Terre. Et tout ça, ça permet d'expliquer l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc très bien. Et cette physique du XVIIe siècle, elle suffit dans la plupart des cas, puisque tout ce qui va être mécanique spatiale, mettre en orbite un satellite, vérifier qu'il reste sur la bonne orbite, le faire changer de trajectoire, tout ça c'est bon, c'est maîtrisé, et c'est de la physique du XVIIe, donc aucun problème. Par contre, il y a certaines observations qui ne sont pas expliquées, donc il y a des limites à cette théorie, et sans revenir sur les détails de qu'est-ce qui motive le fait de passer à une nouvelle théorie, il y a notamment un petit point conceptuel qui est problématique, c'est que la force, ça va avoir une portée infinie et instantanée. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une modification de la répartition de la masse à un endroit de l'univers, théoriquement, instantanément, à l'autre bout de l'univers, les objets se rendent compte de cette modification. Donc ça, c'est un problème. Et dans la relativité générale, on va abandonner la notion de force, on va faire intervenir la notion d'espace-temps, et notamment, on va supprimer cette notion d'instantanéité, et l'information gravitationnelle, elle va se propager grâce aux ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Donc, on est en train d'abandonner la notion de force et on est en train d'introduire une nouvelle notion dans laquelle les coordonnées d'espace et de temps sont liées. Donc, on a un espace à 4 dimensions et on va refaire toutes les équations de la physique avec donc, des maths beaucoup plus compliquées. Et pour se représenter ça, on prend souvent l'exemple d'une trame à 2 dimensions, donc ce quadrillage qui est une espèce de drap là que vous voyez ici. Donc, c'est évidemment une analogie qui a beaucoup de limites.
on est en train de représenter en 2D un espace en 4 dimensions. Pour revenir sur le mouvement Terre-Lune, ce qui va changer, c'est que maintenant, la Terre n'exerce pas une force sur la Lune, mais la Terre va localement déformer la trame de l'espace-temps. Ça va changer la courbure de l'espace-temps. Les effets vont être à peu près les mêmes, sauf que ça va être plus précis, ça va mieux représenter les observations qu'on a. Et donc, dans cette déformation de l'espace-temps, la Lune n'est pas attirée par la Terre, mais elle se déplace dans un espace qui est courbé. Donc, en gros, elle va tout droit dans un espace qui, lui, est courbe, et elle va suivre ce qu'on appelle des géodésiques. Donc ça, c'est de la géométrie non euclidienne, c'est tout simplement, vous êtes à la surface de la Terre, pour aller d'un point A à un point B, vous ne passez pas à travers la Terre, vous suivez la surface, donc le chemin le plus court, ce n'est pas une droite, c'est un morceau d'arc de cercle. Là, c'est une analogie, mais c'est un petit peu l'idée, et donc la Lune, elle va se balader dans cet espace courbé. Observationnellement, ça nous permet d'expliquer que la Lune tourne autour de la Terre sans utiliser la notion de force entre les deux. Alors maintenant, donc j'ai dit, une masse déforme la structure de l'espace-temps, la géométrie de l'espace-temps. Ce qui va faire qu'on va avoir des ondes gravitationnelles qui vont être émises, c'est que vous prenez un objet qui est très massif, il va fortement déformer l'espace-temps. Et ensuite, cet objet, vous le faites bouger très très vite. Ça va donc créer des petites impulsions, si vous voulez. Et de la même manière qu'une onde se propagerait à la surface de l'eau, en créant une impulsion, elle va se propager le long de la trame de l'espace-temps. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes de déformation de l'espace-temps. D'accord ? Bon, alors évidemment, on ne va pas prendre un trou noir et le faire zozoter. Donc ce qui va se passer, c'est que certains types d'objets, notamment des systèmes binaires, vous avez deux trous noirs qui vont tourner l'un autour de l'autre. Ce sont deux objets extrêmement massifs, donc ils déforment fortement l'espace-temps. Ils vont bouger à des vitesses quasi relativistes, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez deux trous noirs, ils vont tourner autour de l'autre plusieurs fois par seconde. Un trou noir, je remets juste peut-être les chiffres, c'est typiquement la masse du Soleil dans Dijon, dans le centre-ville de Dijon, dans 3 km. Okay, donc ça fait une certaine densité. Et ces objets-là, bon, il y en existe beaucoup de masses différentes, donc ça vous donne juste un peu une échelle. Donc ces deux objets-là, quand ils vont tourner à la vitesse relativiste l'un autour de l'autre, ça va avoir comme effet que les ondes gravitationnelles vont être de forte amplitude et de fréquence relativement élevée. Okay, donc c'est typiquement ça qu'on a observé la première fois en 2015. Ici, vous avez deux trous noirs qui vont tourner sur un système binaire l'un autour de l'autre. Et en tournant, ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Alors nous, ce n'est pas ça exactement qu'on observe, parce que tant qu'ils tournent loin de l'autre, les ondes, elles sont d'amplitude relativement faible. Nous, ce qui a été observé, c'est la dernière fraction de seconde de l'existence de ce système binaire avant la fusion des deux trous noirs. Donc pour vous donner une image, ici vous avez une petite vidéo. On va voir ici voilà, deux trous noirs qui pour l'instant sont à une distance loin, donc c'est pas à l'échelle évidemment, et ils vont tourner l'un autour de l'autre et vous voyez déjà qu'il y a des ondes qui vont se propager. Et parce que ce système binaire va perdre de l'énergie par interaction, donc typiquement des forces de marée entre les deux trous noirs, petit à petit ces deux objets vont se rapprocher et dans les derniers instants ils vont fusionner. Donc c'est parti, on est relativement loin, vous voyez les ondes, c'est vraiment comme la surface de l'eau, sauf que c'est une trame à 4 dimensions. Et là ça va s'accélérer. Et fusion. Donc si on regarde un petit peu attentivement les derniers instants de l'événement, vous avez ici une augmentation de l'amplitude et une augmentation de la fréquence. Donc là, à l'image, vu que c'est du spatial, on a une augmentation, une diminution pardon, de la longueur d'onde. Okay, donc diminution de la longueur d'onde, augmentation de la fréquence. Et nous, ce qu'on observe, c'est exactement ça. Si je reviens sur la présentation, là, vous avez une coupe de la vidéo que je viens de vous montrer, une coupe de profil, et on reconnaît les ondes gravitationnelles, et puis d'un coup, augmentation de l'amplitude et augmentation de la fréquence. Là, il n'y a pas l'échelle, elle a été effacée, mais ça prend moins d'une seconde. On part d'un état où les deux éléments sont en train de tourner l'un autour de l'autre, puis ils se rapprochent parce que les interactions sont importantes et ils perdent beaucoup d'énergie, et puis là, ils fusionnent, et à la fin, j'ai un trou noir final restant. Okay. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on a observé en 2015, et pourquoi c'est le premier objet qu'on a observé, parce qu'un système binaire de deux trous noirs, c'est ça qui va émettre les ondes gravitationnelles de plus forte amplitude. Donc c'est celle qu'on est le plus probable de détecter la première fois. Depuis, on a amélioré un petit peu les détecteurs, donc on va détecter des sources de plus en plus faibles. Donc en 2015, suite à ça, on avait une première confirmation de l'observation directe des ondes gravitationnelles, ce qui nous avait permis une nouvelle justement confirmation de la relativité générale. Il y a eu énormément de confirmations expérimentales depuis la publication
de la théorie en 1915. Les premières sont arrivées très vite, dès 1919. Par contre, on a attendu 100 ans, on a attendu 2015 pour avoir cette observation directe des ondes gravitationnelles, et donc une confirmation supplémentaire de la théorie. Ensuite, c'est la première fois qu'on avait une étude directe des trous noirs, puisque les trous noirs, on les observe de manière indirecte, typiquement parce que des étoiles tournent autour d'un trou noir, d'un objet massif qu'on ne voit pas, mais ça reste indirect. Et là, on a vraiment un événement qui a été créé par le trou noir lui-même, et ça a permis de remonter à des informations, des caractéristiques physiques du trou noir. Et puis en 2015 aussi, on avait dit que c'était le développement de l'astrophysique gravitationnelle. Donc pour la première fois, on avait une information qui nous venait de l'univers qui n'était pas portée par de la lumière. Quasiment tout le temps, ce qu'on peut dire des étoiles, c'est l'information qu'on récupère de la lumière. Donc on reste sur Terre, forcément, on peut rarement aller sur place. Donc on a accès à toute la lumière qui nous vient, et ça nous permet de savoir ce qui se passe là-bas, donc les conditions physiques, les conditions chimiques, l'évolution, plein de choses. Et là, pour la première fois, on a un nouveau vecteur d'information. C'est une onde de déformation de l'espace-temps, ça n'a rien à voir, c'est pas une onde mécanique, c'est pas une onde électromagnétique, c'est rien du tout. C'est un nouveau type d'info, et ça marquait donc ça marquait le début de cette ère d'observation gravitationnelle, puisque jusque-là, ça fait quand même 100 ans, on pensait fortement qu'elles existaient, les ondes, mais on ne les avait jamais observées. Donc tant qu'on ne les observe pas, on se dit, elles doivent exister, mais on va continuer à les chercher. Maintenant qu'on sait qu'on les détecte, on sait ce qu'il faut chercher, et donc on va pouvoir améliorer les détecteurs de manière à aller chercher vraiment ce qu'on veut. Et donc ça a permis de lancer de nouveaux projets, il y a des nouveaux détecteurs qui sont en construction, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ok, donc on est toujours sur l'observation de 2015, et il s'est passé des choses depuis. Sur ce petit graphique, là, vous avez 5 événements qui ont des noms qui correspondent simplement aux dates. Vous aviez le premier observé par LIGO en 2015, depuis il y en a eu plusieurs, et le premier qui a été observé à la fois par LIGO et Virgo, je reparle des détecteurs tout à l'heure, il a seulement eu lieu en 2017, donc depuis le début, LIGO et Virgo ils travaillent ensemble, mais finalement la première fois que Virgo a vraiment détecté un signal, ça n'a été qu'en 2017. Un deuxième point sur lequel je vais revenir dans le slide d'après en fait, c'est que ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, parce qu'en 2 ans on en a eu 4, sauf qu'en fait en 2 ans, les instruments n'ont été en fonctionnement que 1 an, que 13 mois. Parce que quasiment la moitié du temps, les instruments sont à l'arrêt pour mettre à jour les détecteurs, améliorer la sensibilité, puisque c'est encore le début de cette ère d'observation. Et il y a beaucoup de temps qui est consacré à améliorer le détecteur. Donc finalement, les statistiques sont pas mal, et on va observer de plus en plus d'objets dans un avenir très proche. Ce qu'on observe enfin, c'est que tous ces événements, ils ont duré moins d'1 seconde, sauf celui-là qui a duré 1 seconde et demie. Et donc là, on est vraiment en train de parler de la dernière seconde d'existence de trous noirs, d'un système binaire de trous noirs, juste avant leur fusion. Et ce sont des objets qui sont à plusieurs millions, centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière de nous. Donc ces ondes gravitationnelles, elles ont mis 1 milliard d'années à venir, et nous, on est en train d'observer la dernière seconde de l'émission des ondes gravitationnelles. Alors, un petit mot sur les 2 détecteurs. LIGO Virgo, ce sont des interféromètres géants de 3 km. Donc je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Un interféromètre, c'est un système optique qui permet de faire des interférences. On va couper un faisceau ici en 2 bras. Et si la longueur des bras n'est pas la même, eh bien le temps de parcours de la lumière n'est pas le même. Et à la fin, on va obtenir ici des interférences destructives ou constructives. Le principe, c'est que lorsqu'une onde gravitationnelle arrive sur Terre, elle va déformer l'espace. C'est-à-dire, si jamais j'imagine qu'elle arrive parallèle à ce bras-là, elle va allonger la longueur du bras. Et de manière périodique, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des ondes périodiques. Donc on va allonger et rétrécir la longueur du bras. Bon, et là si on se dit, c'est très bien, on va le mesurer, donc c'est-à-dire qu'on prend une règle et qu'on mesure ça, la règle, votre instrument de mesure, c'est de la matière, donc il va également être déformé au passage de l'onde gravitationnelle. Donc la seule façon de mesurer ici une variation de longueur, ça va être d'utiliser la lumière, puisque la lumière a la propriété que sa vitesse est la même dans tous les référentiels. Donc ce qu'on va pouvoir observer ici, ce n'est pas une variation de longueur directement, c'est une variation du temps de parcours entre les 2 bras. Ça correspond à un retard temporel entre les 2 ondes, et ça correspond donc à des interférences. Donc le fait de voir les interférences, ça nous permet de voir qu'une onde gravitationnelle est passée. Des chiffres aussi, la sensibilité de l'appareil relative, c'est 10-21, donc c'est monstrueux, ça veut dire que vous êtes capable de mesurer une variation de longueur de 10-18 mètres, c'est-à-dire inférieure à la taille d'un noyau atomique. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on est capable de mesurer une longueur à la taille d'un noyau près, mais une variation de longueur. Okay, c'est vraiment la variation qu'on va pouvoir mesurer grâce aux interférences ici. Donc ça, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de développement technologique et théorique. Il y a énormément
énormément d'applications à tout ce qui a été fait, notamment dans la stabilisation des lasers pour pouvoir arriver à ce genre de choses. Et voilà, c'est un aboutissement vraiment exceptionnel. Bon, et comme je vous le disais, donc, on n'a observé que 13 mois sur 28, parce qu'on améliore sans arrêt les détecteurs. Un petit mot maintenant sur 2017, ça a été vraiment l'année de consécration des ondes gravitationnelles. Vous avez tous entendu, j'en suis sûr, que le prix Nobel a été distribué pour l'appareil LIGO et sa découverte des ondes gravitationnelles. Et la même année, on a eu 2 médailles d'or du CNRS pour Alain Briet et Thibaut Damour, qui sont 2 personnes impliquées également dans la détection des ondes gravitationnelles. Et alors, le petit texte ici raconte que Alain Briet a travaillé sur la stabilisation des lasers, et que finalement, il est le père fondateur de l'appareil Virgo, qui est l'appareil européen équivalent à l'appareil américain LIGO. Et puis Thibaut Damour, lui, il a travaillé dans les années 70-80 sur la théorie, et il a notamment développé un modèle mathématique qui permet de résoudre à la main les équations de la relativité générale, donc sur le modèle qu'on appelle le One Efficient Model, si vous voulez aller voir ce que c'est. Donc ça consiste globalement à votre système de 2 trous noirs, il arrive à le représenter par un seul système, sans matière. Donc c'est vraiment un développement théorique qui a permis ensuite de mettre au point tous les modèles qui aujourd'hui permettent la détection. Donc pour détecter une onde gravitationnelle, il faut être capable de sortir du bruit le signal. Et ça veut dire qu'il faut savoir quelle est la forme du signal qu'on cherche. Okay, donc si je reviens sur celui-là, là, ça c'est un modèle théorique. Et ça représente donc la théorie de ce à quoi devrait ressembler une onde lorsque 2 trous noirs, et on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que des trous noirs, rentrent en fusion, et les derniers instants de la vie du trou noir. Okay, donc c'est un système sur lequel on ne connaît pas grand-chose, et lui s'est intéressé à développer la théorie de l'évolution de ces ondes-là. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on balance des milliers de modèles avec des paramètres d'entrée différents, donc sur les masses des trous noirs, sur les distances entre les trous noirs, et que c'est ça qui nous permet d'avoir des informations sur les caractéristiques du système avant la fusion. Et sans ce travail, donc, on n'aurait pas pour l'instant la capacité d'analyser le signal qu'on reçoit et de détecter les ondes. Voilà pour l'intro. Donc maintenant, je voudrais vous parler plus en particulier aujourd'hui de la première observation multimessager qui a eu lieu le 17 août 2017, qui a été vraiment un tournant majeur de l'astro, puisque ça y est, c'est fait, on a 2 vecteurs différents pour avoir accès à l'information d'un seul et même objet. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et cette découverte, donc pour l'instant on a eu une seule détection en août 2017, et une semaine après, on a arrêté les détecteurs pour améliorer la détection, la sensibilité de l'appareil. Donc à nouveau un petit coup de chance sur le timing. Là on a une onde qui a parcouru 130 millions d'années-lumière et qui a choisi d'arriver sur Terre une semaine avant qu'on arrête l'appareil. Donc on a eu un petit coup de chance. Et c'est vraiment exceptionnel, ça a permis de confirmer beaucoup de choses, des théories qui dataient de plusieurs dizaines d'années, et puis de découvrir des nouvelles choses. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, en revenant dans un premier temps sur l'événement lui-même, et puis voir ce qu'on peut en tirer. Alors, petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance. Vous avez la NASA qui fait toujours des trucs très jolis, et qui, dans ce petit film, nous montre ce à quoi ressemblerait la fusion de 2 étoiles à neutrons à 130 millions d'années-lumière de nous. Stylé. Ok, alors il y a plein de choses là-dedans. Donc c'est un petit film d'animation qui a suivi la publication évidemment de cette découverte. On va revenir sur différentes étapes. Déjà, vous partez ici de 2 étoiles à neutrons. Oups, ouais, c'est bien. Ok, de 2 étoiles à neutrons au lieu de partir de 2 trous noirs. D'accord. Et la spécificité des étoiles à neutrons, c'est qu'en fait, on peut les voir dans le visible et que l'événement, enfin pas dans le visible, pardon, dans l'optique, et que l'événement fusion va être associé à de l'émission dans l'optique toujours. Donc là, on part d'ici, vous avez 2 étoiles à neutrons qui se tournent autour. Comme les trous noirs, à cause des interactions et notamment des effets de marée, elles vont se rapprocher, et après elles fusionnent. Et lorsqu'elles fusionnent, là vous avez une explosion. Vous avez en bleu, ça représente les ondes gravitationnelles. Bon, évidemment, ça n'a pas de sens, mais c'est une image.
Donc il y a une émission forte d'ondes gravitationnelles sur les derniers instants avant l'explosion. Et là, tout de suite, vous avez l'émission de 2 jets. Et ces 2 jets, donc c'est un phénomène extrêmement, plein d'énergie. Vous avez 2 jets de matière dense, matière relativiste. Donc une éjection à très haute vitesse de matière qui était initialement contenue dans le système des 2 étoiles à neutrons. Ensuite, si on continue, donc on voit que le cœur ici, il augmente. Voilà. Donc là, c'est toute la matière du système qui est en train de se propager. Et puis là, en fait, c'est un petit effet de style. On a pris un petit zoom arrière. Donc là, on a toujours le cœur en expansion du système qui a explosé. Et ça représente le jet relativiste. Et là, il va y avoir de l'émission, typiquement dans les ondes X et radio. Je vais revenir un peu sur cet événement, enfin sur ce point-là en particulier. Et donc l'ensemble de l'événement, vous voyez que c'est très complexe, il y a plusieurs étapes. Donc il va y avoir une évolution temporelle assez rapide, il y a le moment de l'explosion, il y a la propagation du cœur, il y a des jets relativistes, il y a de l'émission X et radio associée à tout ça. Donc c'est ce que je vais essayer de vous raconter un petit peu aujourd'hui, en essayant de ne pas aller trop dans les détails. Et je vais commencer par un petit rappel, alors ça je suis sûr que tout le monde connaît déjà, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Le spectre électromagnétique, c'est les ondes électromagnétiques, donc c'est ce qu'on appelle la lumière. Mais il y a la lumière visible et la lumière invisible. Donc ce qu'on appelle abusivement, nous, la lumière, c'est ce qu'on voit avec notre œil nu. Donc l'œil d'un être humain, il vaut entre 400 et 800 nanomètres, ce qui finalement est une partie ridicule du spectre, puisque le spectre, il va des ondes radio, avec des longueurs d'onde typiquement d'une dizaine de mètres, aux rayons gamma, avec des longueurs d'onde qui sont inférieures à 1 nanomètre, donc inférieures à la taille, toujours, d'un noyau atomique. Cette échelle, elle correspond à une évolution de l'énergie. Là, on est dans les basses énergies, dans la radio, et ici, on est dans les très hautes énergies. Le visible, c'est pile poil au milieu, là. Et ça, c'est fondamental en astrophysique. Comme je vous le disais, toute l'information qu'on a sur l'univers, ça nous vient de la lumière pour l'instant. Aujourd'hui, on a en plus les ondes gravitationnelles. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir utiliser toutes les informations qu'on a de disposition pour avoir une image cohérente de l'ensemble. Si on se limitait vraiment qu'au visible, en fait, on n'aurait aucune info. Donc, petite illustration de ça, vous avez une image de la galaxie du tourbillon, vue dans différentes longueurs d'onde. Là, vous avez le visible, donc c'est typiquement la lumière émise par des étoiles type Soleil, qu'on verrait à l'œil nu. Et les taches brunes, ça correspond à des nuages de gaz et de poussière qui bloquent la lumière qu'il y a derrière. Si je passe en infrarouge, et bien là, vous voyez que ce qui était sombre ici devient lumineux, notamment ce bras, là, vous voyez très bien qu'il est sombre ici, et là, il est lumineux là. Parce que le processus physique qu'il y a derrière n'est pas le même. Ça, c'est justement la poussière de la galaxie, qui est chauffée par les étoiles, et étant chauffée, elle va réémettre dans l'infrarouge. Donc si j'observe l'infrarouge, je regarde la poussière qui est chaude. Si je regarde le visible, je regarde les étoiles directement. Et bon, par extension, là vous avez la radio, donc un tout petit mot pour dire que ça c'est l'émission du monoxyde de carbone dans les nuages de gaz de la galaxie. Donc ça nous permet de voir où est-ce qu'il y a du gaz, et vous voyez qu'il n'y a pas de gaz du tout vers l'extérieur. Et à l'autre extrémité, en très haute énergie, on voit même pas qu'il y a une galaxie, on voit juste des points lumineux. Les rayons X, ils ne viennent que des événements extrêmement énergétiques qui se passent dans une galaxie. Et donc on reconnaît, ça c'est de l'accrétion sur le trou noir central. Et puis bon, là vous avez quelques points en particulier où il se passe des choses en rayons X. Donc là, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est vraiment le fait d'avoir toutes les longueurs d'onde, et donc développer tous les détecteurs à toutes les longueurs d'onde, qui nous permet d'accéder à une information complète et cohérente d'un même objet. Alors, ayant dit ça, je vais vous parler de l'événement du 17 août. Ça s'est passé d'abord par une détection d'un sursaut gamma. Donc les rayons gamma, je viens de vous le dire, c'est les rayons à très haute énergie. Ils ne sont pas visibles depuis la Terre, depuis le sol, donc on envoie des satellites dans l'espace et ils passent leur temps à surveiller l'univers. Et de temps en temps, il y a ce qu'on appelle un sursaut gamma, c'est-à-dire qu'il y a une bouffée de lumière dans les rayons gamma. C'est un événement très court, très intense, et on a des théories sur leur origine, mais on n'a jamais vraiment pu confirmer que c'était ça. Bon, la théorie, c'était que ça venait de la collision d'étoiles à neutrons. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, ils ont mis en place un système automatique. À chaque fois qu'il y a une détection d'un sursaut gamma par les télescopes associés, ça va envoyer automatiquement un télégramme aux détecteurs LIGO et Virgo pour savoir si on n'aurait pas observé également des ondes gravitationnelles au même moment. Et bien pour la première fois, c'est arrivé le 17 août. À moins de 2 secondes d'intervalle, on a observé un signal dans les ondes gravitationnelles et un sursaut gamma. Et alors ça ne peut pas être une coïncidence, la probabilité est trop faible, donc c'est un bon indice qu'on a quelque chose là. Et ça a motivé d'aller chercher immédiatement, de mobiliser le plus de télescopes possible pour aller chercher la source de cette émission. Ici, sur cette carte là qu'on ne voit pas très bien, vous avez une grosse zone bleue. Ça correspond à la zone dans le ciel, donc ça c'est l'intégralité du ciel, hein. Et donc ça c'est quasiment un sixième du ciel. C'est la zone d'où venait le signal. Donc les télescopes à rayons gamma, ils détectent des rayons gamma, mais ils ne savent pas exactement d'où ça vient.
parce qu'ils ont une très mauvaise résolution spatiale. Donc en gros, ils savent qu'il y a eu un flash, mais bon, il vient globalement de là. Donc c'est pas hyper précis, mais le fait de mettre plusieurs télescopes ensemble, là vous avez une deuxième zone. Donc en mettant les deux télescopes ensemble, on sait que ça vient de cette zone-là. Or, ça venait de cette zone-là, donc c'est l'intersection des deux. Ça vient de cette petite zone bleue ici. Et ça réduit pas mal la taille de la zone de recherche, mais pas encore suffisamment. LIGO et Virgo, ils ont détecté ce jour-là des ondes gravitationnelles, et eux aussi vont apporter leur information sur d'où vient le signal. Pareil, ils ne sont pas ultra précis. Donc l'appareil américain, il pensait que c'était soit là, soit là. Et le fait d'utiliser à la fois l'appareil américain et l'appareil européen, combinés, eh ben, on a réduit la taille de la zone de recherche à ça. Et ça correspond bien à la zone qui a été détectée par les télescopes gamma. Okay, donc toutes ces informations entre elles, le temporel et le spatial, nous disent qu'on a affaire à un seul et même événement ici. Donc on a tout de suite ensuite lancé la chasse. On est à la recherche d'une kilonova. Une kilonova, c'est un type de nova, c'est-à-dire que ça ressemble à l'apparition d'une nouvelle étoile. Ça correspond à la collision de deux étoiles à neutrons. C'est un événement qui est éphémère, c'est-à-dire qu'en une dizaine de jours, un mois, on ne pourra plus l'observer. Donc il faut vraiment réagir très très vite. Et on a mis donc tous les télescopes disponibles sur le coup. En plus de la région, on avait une estimation de la distance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on savait que le signal, il venait entre 100 et 200 millions d'années-lumière de nous. Donc c'est une certaine zone, mais en vrai, ça réduit pas mal la zone de recherche, puisque dans la région qu'on va regarder, il y a beaucoup d'objets, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à la bonne distance. Donc ça permet de faire une discrimination comme ça. On a donc mobilisé 90 observatoires sur toute la surface de la planète, et également dans l'espace, qui ont, jour et nuit, scruté la région du ciel concernée, à la recherche d'une kilonova, donc à la recherche d'un nouveau point. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est d'abord dans le visible qu'ils ont travaillé. Avec des télescopes visibles, ils ont pris des nouvelles images de toutes les galaxies qui étaient dans cette zone. Il y en a un paquet, il y en a 1500. Et ils ont comparé cette nouvelle image à des images d'archives. On a beaucoup d'images d'archives, hein, parce qu'on est en permanence en train d'observer toutes les galaxies qu'on voit. Ça fait beaucoup. Donc, cette comparaison, nouvelle observation, image d'archives, a permis en 11 heures de détecter un nouveau point ici. Ça, c'est une image d'archive 20 jours avant l'événement. Et ça, c'est 10 heures après l'événement. Vous avez un nouveau petit point qui est apparu ici, qui est mis en évidence par les petites encoches. Hein. Ce n'est pas les encoches, le signal, c'est le point qui est au milieu. Et là, ce qui est fondamental, c'est que dans l'optique, on a par contre une très bonne résolution spatiale. Donc là, ça y est, on sait où est la source. Donc à partir de ce moment-là, la recherche est terminée et tous les télescopes, ils pointent sur le même objet. Et à partir de là, on peut surveiller l'évolution de l'objet pendant un mois, à toutes les longueurs d'onde. Donc pour résumer les observations, je vous ai sorti ce petit graphe qui sort d'un communiqué de presse du CNRS. Vous reconnaissez ici toutes les longueurs d'onde, du plus énergétique, les gamma-rays, au moins énergétique, la radio. Et attention, ce n'est pas des ondes électromagnétiques, vous avez également les ondes gravitationnelles qui sont écrites là-haut. Un trait horizontal, ça veut dire que c'est la durée d'observation et de détection dans une longueur d'onde donnée. Et ici, oui, vous avez des échelles temporelles, donc c'est coupé en deux. Là, vous avez la première minute avant le temps t égale à 0. Par définition, le temps t0, c'est le moment de la collision. Et ici, vous avez une échelle logarithmique de le moment de la détection jusqu'à un mois après. Là, ça fait 30 jours ici, en échelle logarithmique. Donc ce qu'on observe, c'est que le signal, il a duré 1 minute. Vous vous rappelez, les trous noirs, ça durait moins d'1 seconde. Donc on a un événement qui est beaucoup plus long, parce que les étoiles à neutrons étant moins massives, elles vont, la fin de leur vie va être moins catastrophique, on va dire. Donc ça prend un peu plus de temps d'avoir la fusion des deux étoiles. Donc on a détecté le signal pendant 1 minute, ce qui était exceptionnel. 2 secondes après, eh ben, on a le sursaut gamma. Il a été reçu à 1,7 secondes de décalage. Et puis après, on a cherché, et on a fini par trouver. Donc là, c'est juste le temps de trouver l'objet. Hein. C'est pas que ça a commencé là, c'est qu'on n'avait pas encore vu l'objet avant. Et là, on l'a trouvé. Après, le temps qu'on dise aux autres télescopes en infrarouge et en ultraviolet de se mettre sur l'objet, eh ben, ça y est, on peut considérer qu'ils ont commencé tous les trois en même temps. Et après, c'est observation continue jusqu'à ce que ça s'arrête. Et on voit que l'UV, ça s'est arrêté au bout de même pas 2 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, il n'y avait plus d'émissions UV. Ensuite, au bout de 10 jours, il n'y avait plus d'observation dans le visible. Et au bout d'à peu près 15-20 jours, il n'y avait plus d'observation dans l'infrarouge. Et ce décalage spectral, où on part de l'UV qui est énergétique, puis le visible, puis l'infrarouge, puis le radio, on va de moins en moins énergétique. Donc ça veut dire que ça, c'est typiquement associé au refroidissement d'un objet. On est d'abord très très chaud, donc comme une étoile jeune, on émet beaucoup dans l'ultraviolet, et ensuite en se refroidissant, on passe dans le visible et dans l'infrarouge. Là, vous avez un flash X,
dans les rayons X, et ici vous avez le début de la radio. En fait, ces deux événements, ils sont liés à autre chose, ils sont liés au jet, donc c'est des processus physiques différents qui sont à l'œuvre. Donc ça, c'est plutôt le refroidissement au niveau du cœur, et ça, c'est plutôt le jet relativiste et des émissions associées, avec plein de trucs un peu compliqués. Donc concrètement, là, vous voyez que, enfin, on a vraiment mis le paquet, et en 10 jours, il fallait vraiment être sur le coup, et on a beaucoup d'observations aujourd'hui de cette kilonova. C'est la première kilonova qu'on observe, c'est la première fois qu'on est sûr que deux étoiles à neutrons ont collisionné grâce aux ondes gravitationnelles. Et ensuite, on a eu une surveillance dans toutes les longueurs d'onde pendant ce temps-là. Donc ça, concrètement, ça nous a permis d'avoir énormément d'informations physiques. Donc une liste non exhaustive, origine, processus, formation, mesure de l'expansion, plein de trucs. Donc je ne vais pas détailler aujourd'hui. C'est une liste qui est beaucoup trop longue. Et j'ai fait le choix de vous présenter dans la suite de la conférence 2 points en particulier, qui sont le processus de fin de vie des étoiles et la formation des éléments chimiques du tableau périodique qu'on retrouve sur Terre. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire sur la vie des étoiles. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit exactement au courant de comment ça se passe, donc allons-y. Dans cette figure assez complète, on voit le cycle de la vie de l'étoile. Une étoile, ça se forme déjà dans un nuage de gaz, qui est là. Ce nuage de gaz, c'est du gaz typiquement hydrogène-hélium, de la poussière, et il va localement se contracter, s'effondrer, et puis ça va former une étoile au cœur de la concentration. Et selon la masse initiale de gaz que vous avez récupérée, soit vous avez une grosse étoile, soit vous avez une petite étoile, et le reste de la vie n'est pas la même. Si vous avez une étoile moyenne, ou même de faible masse, donc typiquement le Soleil ou en dessous, vous partez sur cette branche-là, vous finissez ensuite en géante rouge, et puis la fin de la vie, ça va être l'expulsion tranquille, entre guillemets, de l'enveloppe externe de l'étoile, qui va rendre au milieu interstellaire les éléments chimiques qui ont été formés, et puis il va rester le cœur de l'étoile qui va se refroidir, qui va être une naine blanche. Si vous partez par là, c'est un peu plus apocalyptique, vous allez passer dans la phase supergéante, et ensuite vous allez exploser en supernova, et lors de l'explosion, vous allez rendre beaucoup plus de matériel au milieu interstellaire, et puis le cœur final va finir soit en étoile à neutrons, soit en trou noir, selon la masse du cœur après l'explosion. Et donc vous repartez, tout ce matériel il retourne dans le gaz, et là vous avez à nouveau du gaz, et ce gaz il contient de l'hydrogène, de l'hélium, des poussières, et maintenant plein de nouveaux éléments chimiques qui ont été formés par la première génération d'étoiles. Donc typiquement du carbone, de l'azote, de l'oxygène, et c'est ça que je vais préciser un petit peu. Bon, alors la naissance de l'étoile, je viens de vous en parler, nuage d'effondrement, et c'est là qu'il faut former des planètes, parce que sinon c'est trop tard. L'évolution, il y a 2 étapes, séquence principale, donc c'est l'âge adulte, et ensuite la géante rouge ou super géante rouge, selon la masse. Et pendant ces différentes périodes, il va se passer des réactions thermonucléaires différentes à l'intérieur des étoiles. Ici, vous avez la première étape, c'est l'âge adulte, c'est la combustion de l'hydrogène. Donc au cœur de l'étoile, vous avez principalement de l'hydrogène, et cet hydrogène par fusion va former de l'hélium. Vous avez ensuite une deuxième étape, quand vous avez fini de consommer l'hydrogène, c'est l'étape géante rouge, et vous allez principalement transformer l'hélium en des éléments plus lourds. Un petit coup d'œil ici, ça c'est ce qu'on appelle le processus triple alpha. Donc vous prenez des particules alpha, donc en gros c'est des noyaux d'hélium, enfin, c'est exactement ça même. Et les noyaux d'hélium, quand vous les mettez ensemble, hop, ça fait du beryllium. Et puis quand je rajoute un noyau d'hélium, hop, ça fait un carbone, et ensuite ça fait un oxygène, etc. Donc là on est en train de former les éléments des 2 premières lignes de la classification périodique au cœur de l'étoile. Donc ça continue, ça se passe, après il n'y a plus d'hydrogène, je fais pareil avec l'hélium et je crée des éléments de plus en plus lourds, et je crée typiquement les 2-3 premières lignes du tableau périodique. Et pour une étoile massive, je vais arriver jusqu'à avoir à l'intérieur, au cœur de l'étoile, je vais avoir du fer. Parce que les éléments lourds vont tomber au cœur de l'étoile, et c'est là que j'aurai donc le fer, et puis en partant de l'extérieur, le silicium, l'oxygène, le carbone, etc. Et vous voyez que dans l'enveloppe externe, j'ai les éléments les plus légers, c'est-à-dire l'hydrogène. Donc il me reste de l'hydrogène. Tout à l'heure, je disais combustion de l'hydrogène. En fait, il y en reste, mais vu qu'il y a plus d'éléments lourds à l'intérieur, l'hydrogène se retrouve mis sur l'extérieur de l'étoile, où les conditions physiques ne sont plus les bonnes pour qu'il y ait fusion de l'hydrogène en hélium. Donc cet hydrogène-là, il ne va pas servir comme carburant. Et il sera rendu au milieu interstellaire lors de la mort de l'étoile. Et puis pour les... Oui, donc je viens de le dire, ça s'arrête au fer. Et pourquoi ça s'arrête au fer? C'est des propriétés physiques du fer, qui est un élément un petit peu particulier, que je ne vais pas détailler ici. Et ça marque la fin de la vie d'une étoile massive. Lorsque tout le cœur il est pris par du fer, ça va arrêter les fusions nucléaires à ce moment-là, et il va y avoir effondrement gravitationnel, il n'y aura plus de pression de radiation pour repousser vers l'extérieur. Effondrement d'une étoile très massive, il va y avoir un rebond, ça repart en onde de choc, ça crée une supernova, explosion de l'étoile, et là, tout part dans le milieu interstellaire. Et donc c'est les 2 étapes, c'est les 2 possibilités pour la fin de la vie de l'étoile. Si c'est une étoile peu massive,
donc ça finit en naine blanche, comme je n'ai déjà parlé, et globalement, ça va rendre des éléments chimiques jusqu'à l'oxygène au milieu interstellaire. Et si ça finit en supernova, bah vous avez tout le cœur de l'étoile qui va être rendu, donc tout jusqu'au fer. Et en plus, au moment de l'explosion, vous allez avoir cette onde de choc qui passe, et cette onde de choc, elle va créer des conditions physiques, notamment de pression et de densité, qui sont telles qu'on va continuer à former des éléments chimiques au moment et juste après l'explosion. Et typiquement, on va aller jusqu'au krypton, le 36, qui est au bout de la 4e ligne du tableau périodique. Donc là, je viens de vous expliquer comment est-ce qu'on forme les 4 premières lignes du tableau périodique, et pourquoi est-ce qu'on retrouve ça sur Terre. Donc si je résume, c'est formé au cœur d'une étoile, l'étoile elle vit, elle meurt, elle rend ça au milieu interstellaire, ça donne, enfin le gaz qui est là, il contient des éléments, avec ce gaz, je vais former une étoile et des planètes à côté, et donc je vais introduire ces éléments-là dans la formation de la planète, et je retrouve notamment du carbone et de l'hydrogène à la surface de la planète Terre, et avec ça, je fais plein de trucs, plein de molécules. Bon, je vous ai raconté la moitié de la classification périodique, maintenant je vais vous raconter la deuxième moitié, et vous voyez que globalement, tout ce qui est en orange, là, ça vient de l'explosion de 2 étoiles à neutrons. Cette observation du 17 août, elle a donc apporté la première confirmation directe, parce que c'était une théorie depuis des dizaines d'années, que les éléments lourds du tableau périodique, ils sont formés dans l'explosion d'un système binaire d'étoiles à neutrons. Comment est-ce qu'on a eu accès à cette information? Comme je vous le disais, ça va très vite, c'est un événement éphémère, donc on va avoir de l'émission dans le visible qui va évoluer très rapidement. Ici, je vous ai mis un petit spectre dans le visible, et un peu autour du visible, de ce qu'on observe. Donc ça, c'est un spectre de lumière, je pense que vous avez tous déjà vu le spectre du Soleil. Ça ressemble en gros à un corps noir, si ça vous dit quelque chose. Et puis il y a des petits zigouigouis là. Et si je zoome dessus, parce que ça c'est vu de loin, si je zoome dessus, j'ai une extrêmement bonne résolution spectrale et je peux voir qu'il y a des bandes d'absorption un petit peu partout. Et ces bandes d'absorption, c'est la signature de la présence d'éléments chimiques dans, par exemple, la photosphère du Soleil ou ce genre de choses, la chromosphère du Soleil. Bon, et donc ce qu'on voit ici, c'est ces raies spectrales d'absorption, elles donnent des indices sur la présence des éléments. Et puis en plus, on voit qu'en une dizaine de jours, on a un refroidissement, c'est-à-dire que le maximum qui était vraiment dans l'UV, il passe plutôt vers le bleu, puis vers le rouge, donc il se décale vers la droite. Et en plus de ça, deuxième observation ici, si vous voyez bien, il y a 2 bosses. Et ces 2 bosses, elles ne se refroidissent pas à la même vitesse. Donc là, il y a eu un modèle théorique assez poussé pour expliquer ça. Donc c'est un modèle à 2 composantes, et 2 composantes qui ne se refroidissent pas à la même vitesse. Donc ça donne une idée de la structure un petit peu de l'objet après explosion. Et ce qui a été observé, c'est la présence de lanthanides. Les lanthanides, c'est les éléments du bloc F qui est ici en bas. Donc des éléments au-dessus de Z égale 57. Il y a eu une observation directe dans ces spectres-là de la signature de ces éléments chimiques ici. Donc c'est la première fois qu'on a une observation directe de la formation d'éléments lourds dans un événement tel que la fusion d'étoiles à neutrons. Et deuxième chose qui est beaucoup passée dans la presse, je ne sais pas si vous l'aviez vu, on a observé directement la présence d'or, de plomb et de platine. Alors pourquoi ces 3-là? Parce que tout le monde connaît l'or, et que ça, du coup ça permet d'en parler un petit peu au grand public. Donc concrètement, si je résume, vous avez quasiment tous de l'or dans votre poche, parce que dans votre téléphone il y a des petits atomes d'or. Ces atomes d'or, ils ont été formés dans 2 étoiles à neutrons qui ont explosé, et après l'explosion, ça a formé de l'atome d'or, qui a été rendu au milieu interstellaire, et avec ce gaz, on a formé une étoile, et juste à côté de l'étoile, on a formé une planète, on a formé une croûte terrestre, et après il y a des gens qui sont allés casser le caillou pour récupérer des atomes d'or et faire des téléphones. Donc ça donne une histoire un petit peu quand même complète de ce qui s'est passé pour que ça arrive jusqu'à votre poche. Ça donne un peu de perspective également. Voilà, donc des observations qui sont quand même très compliquées, beaucoup de traitements de signal derrière, et on a pour la première fois donc confirmé l'origine des éléments lourds, et également le processus de formation. Et donc, en encore quelques minutes, je voudrais préciser ça, si jamais, ça vous convient. Le R-process, donc le processus rapide de formation des éléments lourds. Donc, je voudrais juste détailler un petit peu ça, parce que c'est assez intéressant en physique nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on pensait théoriquement qu'il y avait la formation d'éléments lourds dans les jets suite à l'explosion d'étoiles à neutrons? Parce que ce sont des zones où il y a des jets relativistes, donc beaucoup de matière à grande énergie, et ce sont des zones extrêmement denses, donc c'est-à-dire qu'il y a des neutrons partout. Bah oui, c'est dans le titre, c'est une étoile à neutrons, donc globalement, il y a beaucoup de neutrons. Suite à l'explosion, je vais avoir un jet relativiste avec plein de neutrons, et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un élément qui est présent, qui est assez lourd, donc disons pour donner les idées, je vais prendre du fer, et là j'ai énormément de neutrons à côté, donc je vais rajouter plein de neutrons sur mon atome de fer. J'obtiens un isotope avec beaucoup trop de neutrons, il est instable,
Et là, il va y avoir une désintégration bêta. La désintégration bêta, c'est un processus de désintégration nucléaire qui est bien connu, où on va transformer un neutron en proton, électron, et avec un petit antineutrino qui traîne, juste histoire de dire. Et là, vous avez les couleurs qui changent. Donc vous avez un élément instable avec beaucoup trop de neutrons, et ensuite, vous gardez un noyau atomique où il y a un meilleur équilibre entre neutrons et protons. Mais c'est-à-dire que vous avez conservé globalement votre nombre de nucléons, et que vous avez beaucoup de protons. Donc vous avez un numéro atomique élevé, et ça, par définition, c'est un élément lourd. Okay, et on n'avait pas vraiment d'autre façon d'expliquer la formation de ces éléments-là. C'est pour ça que c'était théoriquement la source. Et bien là, dans cette observation, on a la confirmation directe que oui, il se passe ce processus rapide de formation des éléments lourds dans les jets suite à cet événement. Bien, et bien je vais conclure cette présentation. Donc c'est la première fois qu'on observe conjointement des ondes gravitationnelles et des ondes optiques. C'est donc la naissance de l'astrophysique multimessager. Ça veut dire, je le répète, que les ondes gravitationnelles, ce n'est pas de la lumière, c'est un type d'onde particulier. La lumière, on connaît bien déjà, on a toutes les longueurs d'onde, et c'est la première fois qu'on a à la fois la lumière et les ondes gravitationnelles d'un même événement, ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision très complète de cet événement. Et c'est la première observation, ce ne sera pas la dernière, parce que maintenant on sait ce qu'on cherche, et on va de plus en plus développer les détecteurs de manière à améliorer la sensibilité, et on va être capable de détecter de plus en plus souvent ce genre d'événements assez faibles. Ensuite, j'ai insisté sur les éléments chimiques, donc tous les éléments chimiques que vous trouvez sur Terre, tout ce qui compose la matière qui est sur Terre, tous les éléments du tableau périodique jusqu'à l'uranium 92, tous ces éléments-là, ils ont été formés à un moment ou un autre dans les étoiles, donc soit le cœur de l'étoile, une étoile peu massive, soit une étoile très massive et il y a une explosion supernova, soit encore un système binaire avec étoile et neutrons, et là c'est les éléments encore plus massifs. Et bon, en perspective, il y a toute la science dont je ne vous ai pas parlé, et que j'en parlerai pas pour l'instant, et vous avez également la remise en service du détecteur LIGO et Virgo dans quelques semaines, quelques mois. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont à l'arrêt là, et on attend une amélioration de la résolution à peu près, je crois, de 25 ou 50%, quelque chose comme ça, ce qui va augmenter la fréquence d'observation de ces événements. Et on s'attend à peu près, pas forcément l'année prochaine, mais dans les prochaines années, d'observer un événement de ce type par semaine, donc soit étoile binaire, soit trou noir binaire, soit étoile binaire à neutrons. Et puis voilà, c'est le développement de l'astrogravitationnel et multimessager. Il y a différents détecteurs qui sont en train d'être développés. Notamment, il y en a un en construction en Inde, il y en a un en construction au Japon. Et ça ne va pas être des compétitions, ça va être des détecteurs qui vont marcher ensemble. Et ça va permettre de faire des collaborations internationales sans regard du pays d'origine des différents détecteurs. Et le fait de mettre ensemble tous ces détecteurs, c'est ça qui permet aussi d'augmenter la résolution spatiale de la source et d'avoir plus d'informations, plus de précision sur ce qu'on observe. Donc c'est extrêmement stimulant là ce qui est en train de se passer. Et ce n'est que le début. Je termine avec mes sources. Pour préparer cette conférence, j'ai principalement travaillé sur la revue La Recherche, qui est un mensuel qui propose... c'est entre la vulgarisation et la presse spécialisée, donc tout sur les domaines récents de la recherche. Des émissions de Radio France, des petites chaînes YouTube, notamment Verisatoom en anglais. Et puis après, tous les organes officiels, donc le CNRS, les agences spatiales des différents pays. Également Archive, qui est un site qui vous permet d'avoir accès à de la presse spécialisée, donc des articles de recherche qui sont publiés gratuitement. Il nous reste du temps pour les questions, et je vous remercie de votre attention.